Hein? Bon, bienvenue à tous. On va parler de quoi? On va parler de coaching de sens et sens du coaching avec une approche, une actualité, avec petite revue des approches existentielles, des approches thérapie existentielle et voir comment ça peut éclairer effectivement notre approche du coaching. Alors, les approches existentielles, ça fait penser un petit peu à ce mot de Woody Allen. Vous savez, en résumé, j'ai cherché quelque chose de positif à vous dire, j'ai rien trouvé, est-ce que de négatif ça vous irait, hein? Et c'est vrai que les thérapies existentielles, ça parle effectivement des challenges auxquels on va tous être confrontés, c'est-à-dire la mort qui génère une certaine angoisse, la liberté, la responsabilité, l'isolement, et un petit peu ces sujets qu'on va évoquer un petit peu plus en détail. Alors, vous avez de la chance, j'ai failli venir seul, et puis finalement j'ai trouvé mon bon camarade Vincent. Vincent, qu'est-ce que tu fais là alors? Je suis là parce que Pascal Pougnet m'a suggéré de venir, et qu'effectivement ce thème du sens pour moi est central dans ma pratique, dans ma réflexion, et que des personnages que sont d'un côté Viktor Frankl et puis Irving Yalom, dont on parlera, je pense, tous les deux, représentent des référents, des nourritures, à la fois dans ma pratique de coach, mais aussi de thérapeute. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'échanger, de partager là-dessus. Voilà. Et puis aussi, c'est parce que tu es mon ami. Voilà. Et je savais qu'avec toi, on pourrait sans doute non seulement bien fonctionner, mais avoir vraiment du plaisir à partager ça, quoi. Je le sais. D'accord. Bon. Moi, j'étais dans une vie antérieure. Moi, j'ai été banquier d'affaires et donc je travaillais sur les fusions-acquisitions. Et puis un jour, dans une librairie, je suis tombé sur une librairie anglaise, donc c'était MoMA and the Meaning of Life. C'était les malédictions du chat hongrois, et puis un ensemble d'écrits d'Irving Yalom qui m'avait un petit peu conforté sur cette notion que peut-être qu'il y avait une autre vie pour moi, que la vraie vie est ailleurs. Vous savez ce qu'on se dit souvent, surtout les banquiers à Londres. Et plus tard d'ailleurs, j'ai entendu cette phrase de Confucius, hein, la vraie vie, on n'a que deux vies. La deuxième vie commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une, hein. Et cette urgence du coup de vivre dans la seule qu'on a, je trouvais que c'était assez intéressant. Et puis après Frankl, on va revenir là-dessus. Peut-être un point de départ, c'est ce premier paradoxe qu'on rencontre assez rapidement dans les approches existentielles. Si la mort tue, hein, son idée peut sauver et aider à vivre plus authentiquement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, à l'instar de Woody Allen, comment est-ce qu'on peut faire que 2 moins devienne 1 plus, hein? Quelque part, le paradoxe, c'est que il y a quelque chose de salvateur derrière cette finitude, et on reviendra là-dessus. C'est douloureux et fortifiant, voire salvateur. Et effectivement, les approches humanistes, existentielles au sens large, vont un petit peu se placer en opposition avec les théories de l'époque, approche psychanalytique et behavioriste, avec dans les deux cas une sorte de rébellion contre ou une opposition entre la dépossession psychanalytique, hein. Il y a un lutin en moi, il y a un inconscient qui me rend finalement assez impuissant par rapport à tout ce que je vis, et puis aussi le mécanisme un petit peu stimulus-réponse. Et les approches humanistes vont essayer de proposer quelque chose de différent entre l'inconscient tyrannique et le stimulus-réponse un petit peu mécaniste. Avec cette idée de considérer l'homme non pas comme un produit fini, mais comme un élan, comme une projection, comme un au-delà. Très rapidement, cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans existence, existere ex
Sistere, c'est se tenir en dehors de soi, c'est-à-dire finalement c'est justement exister, c'est être dans cette projection, dans cet élan. Quelques petites choses que je vais chercher dans l'hébreu. L'hébreu a cette particularité, c'est le même mot qui dit la chose et la parole. Autrement dit, il n'y a pas une relation arbitraire entre la chose et son codage linguistique. Dieu créa le monde avec la parole. Et donc cette langue, il y a des choses peut-être assez intéressantes. Par exemple, cette idée que en hébreu, pour rester dans cette idée de se tenir en dehors de soi, le nom en hébreu, ça se dit Shem, qui est aussi de la même racine que Neshama, qui veut dire l'âme, et qui est aussi la même racine que Shama, qui veut dire là-bas. C'est-à-dire que le nom, l'âme, le nom est vraiment l'essence de la personne. C'est devenu surtout une extension du moi parental, de toutes les projections parentales sur l'enfant. Mais au départ, le nom, c'est l'essence de la personne. D'ailleurs, on retrouve de façon assez intéressante dans certaines traditions africaines, le vrai nom n'est connu que du sorcier et de la mère. Et l'enfant va être doté d'un nom à côté, sur lequel les mauvais esprits pourraient s'acharner, mais le vrai nom, il va rester protégé. Shem, le nom, qui est aussi l'âme, qui est aussi un neshama, un shama, une projection vers un appel finalement à la transcendance. Dans le sanskrit également. Dans le sanskrit aussi. Sanskrit, le nom de Dieu et l'accès à la divinité en elle-même. D'accord. Dans les mantras, par exemple. Ok. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas d'iconographie dans le judaïsme, au sens où on ne va pas figer la personne. Finalement, peu d'iconographie, parce qu'il est toujours en devenir. Et grammaticalement, on observera que le verbe être ne se conjugue pas au présent. Il n'y a pas de je suis en hébreu. Il y a j'étais et je serai. Mais il n'y a pas de je suis. Le présent du verbe être, finalement, n'existe pas. Alors, on va revenir un petit peu sur, on va resserrer un petit peu sur ces approches existentielles. Au passage, elles ont pris des chemins différents en Europe et aux États-Unis. Yalom l'explique. Finalement, en Europe, elle est beaucoup issue de la philosophie existentialiste et phénoménologique, de Kierkegaard à Heidegger, et puis après Sartre, Camus, etc. Et c'est cette idée de finalement une vision un petit peu difficile, pessimiste, pessimiste. Il y a des solutions derrière, mais d'un être jeté là, en pleine contingence. Il existe quelque chose, mais il pourrait ne rien exister. Et le challenge va être de vivre dans une vie où il n'y a pas de grand dessin, il n'y a pas de mode d'emploi de l'être. C'est à nous de le découvrir, de l'inventer, parce qu'il n'y a rien de donné. Donc cette idée d'être jeté là, avec de temps en temps cet être qui va côtoyer bien entendu l'absurde, la vie qui n'a pas de sens. Et Camus, dans le mythe de Sisyphe, va dire la seule question philosophique qui vaille la peine, c'est pourquoi on ne se suscite pas et qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Aux États-Unis, la voie est un petit peu différente. Les thérapies, les approches humanistes, elles sont plutôt sur le mode de l'actualisation, le devenir, l'actualisation de son potentiel. Pensez à Maslow, pensez à tous les psychothérapeutes, les Carl Rogers, les Rollo May, les Viktor Frankl dont on va parler. Donc déjà, on observe une différence un petit peu de positionnement continent ancien versus continent nouveau. On n'est pas dans la même énergie par rapport à ça, on est dans une vision plus existentialiste, plus travail sur comment vivre avec le sens, comment inventer un sens. Et puis on va parler un petit peu de Frankl. Frankl fait de la recherche du sens le cœur de son approche, qu'on appelle la logothérapie, la thérapie par le logos, par le sens. On appellera ça la troisième école viennoise. La première, Freud, c'est, pour reprendre les termes de Frankl, la volonté de jouissance. Avec Adler, on est dans une volonté de puissance, et avec Frankl, on va être dans une volonté de sens. Will to Meaning, quelque part, qui est un des livres, un des titres de ses ouvrages. Vincent, quelques mots sur Frankl, peut-être. Comment est-ce que tu
comment est-ce que tu arrives à Frankl? Qu'est-ce que tu retiens? Je suis plutôt du côté du témoignage que d'un développement, disons, académique. Hein. Ça a été une rencontre pour moi assez tôt, enfin il y a quand même une quarantaine d'années, avec tout à fait par hasard, par un de mes amis qui me dit tiens, il y a un livre, je m'intéressais à la psychologie, j'avais lu, j'étais plutôt dans le chemin de la psychologie humaniste, et puis de Rogers, de Maslow, etc. Et il me dit, tu sais, tiens, il y a un livre, alors ce livre n'existait pas à l'époque, mais il existait, mais il n'était pas sous cette forme-là, bien sûr, qui vient de paraître il y a 2 ans, je crois, chez nous, Le Dieu inconscient. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, il y a un psy qui intègre cette dimension-là, et c'est pas un petit bonhomme, c'est un des plus grands psychiatres du XXe siècle. En plus, une histoire, enfin, je découvre l'histoire fabuleuse, enfin tragique et en même temps grandiose de Frankl, qui survit à travers les camps et qui publie son premier livre en 1946. Un psychiatre déporté témoigne, et je découvre qu'il a été élève de Freud, qu'il a même échangé beaucoup avec lui, il a publié dans son jeune âge, dans les premières années de sa pratique. Ensuite, il s'est un peu distancé, il est allé voir du côté de Jung, du côté d'Adler, et puis lui-même, dans les années 28-29, il commence à vraiment élaborer ce qui est devenu par la suite la logothérapie, et qu'il valide à travers son expérience du camp, c'est-à-dire ce besoin de sens, ce regard existentiel, c'est-à-dire qui reprend à 180 degrés non plus une logique de la causalité freudienne, hein, qu'il n'abolit pas, il ne dit pas que ça n'a pas de sens, mais ça n'a pas d'importance, mais il la resitue dans une perspective plutôt des finalités et de l'interrogation par rapport à la mort. Et ce qu'il dit, qui m'a vraiment bouleversé, c'est quand on dit notamment, quand j'ai lu à ce moment-là en français Découvrir un sens à sa vie, le sens de la vie pour un homme d'aujourd'hui, enfin bon, qui a été traduit de différentes façons en français, mais c'est ce livre de sa déportation, et dans lequel il dit que ceux qui ont survécu dans les camps, c'était pas les plus riches, les plus intelligents, les plus forts, c'était ceux qui donnaient un sens à cette situation-là, quoi. Alors ça m'a... C'est-à-dire que ce que je voyais, c'était que c'était pas une construction abstraite d'un modèle thérapeutique, que ça reposait à travers une réflexion qui assumait les fondations freudiennes, jungiennes, adlériennes, etc., et qui les dépassait, qui les transcendait, et notamment avec cette importance donnée à la noétique, à cette dimension de quelque chose qu'il appelle le sens, qu'il appelle la noétique, et qui à la fois génère une anthropologie qui n'est pas réduite au psychisme et au somatique, mais quelque chose qui est d'un autre ordre. Voilà. Alors il a appelé ça existentiel. Ce que j'ai découvert aussi, c'était que c'était un homme juif, profondément religieux, et ce que j'aimais beaucoup, ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est sa réserve par rapport à justement une dimension confessionnelle, bien que juif et religieux, lui-même était resté jusqu'en pratiquement 43, 40, je ne sais plus la date exacte, à Vienne, dans un souci de rester avec ses parents alors qu'il aurait pu s'enfuir, et par respect de ce lien familial, finalement il s'est fait embarquer par les Allemands, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait vécu ça dans sa chair, avec une profondeur, et qui avait en même temps assumé une réflexion à travers sa pratique de médecin, et qu'il la validait après aux États-Unis. Il a développé tout ça avec un nouveau champ, je dirais un nouveau champ thérapeutique, enfin avec cette dimension noétique, notamment ouvrant une perspective avec par exemple sur le regard sur la dépression. Il a parlé qu'il n'y avait pas seulement des dépressions endogènes, venant, disons, de la structure de la personne, ou réactionnelles venant d'événements, mais venant de ce qu'il appelait de dépression noogène. Autrement dit, il plaçait cette notion du sens en éclairant pour moi l'ensemble du champ thérapeutique, et on pourrait parler, si je transposais dans un autre terme, d'une pneuma psychosomatique, quoi, vraiment. Et donc je me suis dit, tiens, là vraiment je vois en cet homme et ce grand praticien une intégration anthropologique, hein, et une intégration thérapeutique exceptionnelle, quoi. Et donc ça m'a
nourri jusqu'à présent. J'ai pu contribuer à faire que le livre Nos raisons de vivre, qui est un livre magnifique, soit publié en France. Duno ne voulait pas, je leur ai insisté, je leur ai dû faire, ils m'ont demandé d'en faire la préface. Donc si vous voulez, pour moi, Frankl, c'est quelqu'un qui est un compagnon, peut-être c'est un des plus grands, je pense. Il dit, avec cette modestie magnifique de cet homme, il dit, je suis un nain en face du géant qu'est Freud, hein, je ne veux pas la paternité de Freud, etc., mais je suis un nain sur les épaules du géant. Hein, donc je trouve que ça dit bien les choses et c'est vraiment ce que je vis quand je continue de me nourrir de lui. Je me nourris également de Yalom, mais on en parlera un petit peu plus loin. Voilà, juste quelques mots. On va reprendre quelques thématiques clés des approches existentielles et voir aussi comment ça peut nous donner des pistes par rapport à nos accompagnements. On va essayer aussi on va vous montrer quelques modèles qui permettent aussi d'organiser, parce que le sens, on le met à toutes les sauces, et il y a aussi cette difficulté de comment est-ce qu'on peut articuler. Vincent va aussi vous présenter quelques modèles par rapport à ça. Et on va vous faire travailler un petit peu, parce que voilà. On parle un peu, mais c'est quand même, il vaut mieux aussi vous faire travailler. Voilà, on a choisi le dernier créneau de la soirée. Voilà, avec le risque que vous soyez un petit peu fatigué. Donc l'idée, c'est dès qu'on sent quelqu'un qui se prépare à rentrer en mode sommeil, on enchaîne d'un coup sur un exercice. Et on sera intraitable. On peut peut-être reprendre des choses qui vont effectivement, qui sont assez... Alors, pas forcément obligé de se taper les 800 pages de thérapie existentielle, sauf pour ceux qui veulent, hein, notamment ceux que les thérapies de groupe intéressent. Il y a un livre, une sorte de Reader's Digest qui s'appelle Le Jardin d'Épicure où regarder le soleil. Voilà. Excellent. Voilà. 125 pages à lire absolument. 200, un peu plus, ouais. Mais voilà, qui est peut-être... 212. Quatre grandes thématiques sur lesquelles insiste Yalom et à un moindre degré Frankl, et on va essayer d'y aller un petit peu crescendo en commençant par le plus simple, par le plus facile. Et donc les cadres thématiques en commençant le plus simple, c'est la mort et son angoisse. Hein, le premier, on parlera de tout ce qui est les enjeux autour de la responsabilité, hein, le choix et la responsabilité, hein, et on sait les difficultés qu'on a par rapport à ça. La question de l'isolement existentiel et de la position par rapport à l'altérité. Et dans le coaching, une des hypothèses, c'est qu'on est dans un microcosme de ce qui se passe pour le coacher ailleurs. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe entre nous, on reviendra là-dessus. Et puis, plus généralement, cette recherche de sens. Et on a vu comment en Europe, elle se présente sous des augures difficiles au sens une vie potentiellement absurde et comment aller chercher du sens dans ce qui semble être totalement contingent. Et donner quelques pistes de réflexion et voir si avec ces 2 mois on peut pas faire un plus. Alors, on commence par le plus simple, le moins douloureux, donc la mort et son angoisse. Hein, c'est presque au passage d'ailleurs, c'est là juste un petit point de cadre, mais c'est le fait aussi que le cadre est clair et fini dans un coaching et une thérapie, que c'est ça aussi qui donne du sens. Imaginez quelque chose, un coaching qui se continuerait de façon éternelle, on aurait du mal à inscrire du sens là-dedans. Ce que Freud disait alors, il disait, la limitation de la possibilité de la jouissance augmente son prix. Hein, le fait qu'on soit dans des choses bornées, finies dans le temps, ça va permettre de... Donc, la mort et son angoisse, le premier paradoxe, la mort tue, mais son idée peut sauver. Hein. C'est un des paradoxes avec cette idée que la perspective de la mort fait croître. Hein. Il y a quelques années, je faisais un travail à l'hôpital avec une patiente. J'étais psychologue clinicien stagiaire à l'époque. Patiente de 64 ans qui avait rechuté d'un cancer du poumon, qui était persuadée qu'elle allait mourir en fait à 39 ans, qui était l'âge de son père idéalisé. Hein, il était mort à 39 ans. Au passage, transfert très très positif sur moi. J'avais à peu près 39 ans à l'époque. Hein, et à côté de ça, une relation assez absente, ambivalente par rapport à la mère. Alors un psychanalyste parlerait
de conflits oedipiens, sans aller là-dedans. En tout cas, une mère assez absente, ambivalente, à qui elle reprochait des choses, et qui me dit que pendant son hospitalisation, il y a clairement un risque de mort, hein, elle réfléchit, elle se dit que 64 ans, c'est 39 ans, plus 89 ans, l'âge de sa mère, divisé par 2. Hein. Et on voit un petit peu une sorte de réintroduction de la mère absente dans cette histoire qui commence à avoir du sens. Hein. Elle me dit aussi qu'au-dessus de son lit, il y a le cadre de son père. Et on vient juste avant de parler de l'Église, et je me dis que ce cadre, il ressemble un petit peu au petit Jésus devant le qu'on a sur le lit, et elle parle en même temps de ses problèmes avec son compagnon. On voit l'angoisse de performance que le compagnon peut avoir avec la figure du père qui le regarde fixement et sévèrement. Et ce travail-là, 39 plus 89 divisé par 2, progressivement, dans ce travail, il n'a pas duré très très longtemps, quelques sessions, mais elle exprime une vision un petit peu plus nuancée, moins idéalisée du père, plus acceptante de la mère, et dans la dernière session, elle me dira, elle m'a aimé après tout, hein, cette mère. Donc il y a une sorte de recherche de sens, de ce passage de la dyade à la triade, où on récupère la mère, où on la remet dans l'histoire de cette patiente. Non? D'accord. Et Yalom parle effectivement de ces moments, de ces moments où beaucoup de choses se jouent autour de la mort, qui sont des moments de réévaluation des priorités de la vie, des moments de libération. Ah ben je suis mourant, donc j'ai tous les droits. Hein, par exemple, hein, il y a parfois même une sorte d'euphorie pour des gens qui ont tout gardé. Je travaillais effectivement chez des patients cancéreux qui se donnaient tous les droits de tout dire, des choses qu'ils avaient retenues pendant toutes ces années. C'est aussi une vie plus dans le présent. Hein, à quoi bon imaginer le passé, le futur, parce qu'on a des choses à gérer, des relations plus riches avec les proches, l'appréciation de choses simples. En tout cas, une réévaluation des priorités, de choses qui viennent avec cette proximité de la mort, ou en tout cas cette analyse de sa finitude. Et pourtant, cette mort, elle génère des angoisses assez conséquentes. Et on va avoir tout un ensemble de mécanismes de défense pour se prémunir contre cette angoisse. Vous vous rappelez le scénario classique en psychanalyse, ces pulsions inavouables génèrent de l'angoisse, et cette angoisse est gérée par des mécanismes de défense. Hein. Défense. Dans les approches existentielles, la pulsion, il faut le remplacer par finitude, par tout ce qui sont les challenges du simple fait d'être humain. Hein. Finitude va générer de l'angoisse et je vais aller dans des mécanismes de défense. Alors, qu'est-ce que pourraient nous faire nos coachés, hein, et on n'est pas forcément très très éloigné. Par exemple, c'est des stratégies de limitation de la vie pour ne pas trop la regretter. Hein, par exemple, c'est Otto Rank qui disait que le névrosé refuse le prêt de la vie afin d'échapper au paiement de la dette étant la mort. Hein. Donc il y a cette notion que si j'ai pas d'amis, si j'ai pas de perte, si j'ai pas de joie, j'aurai moins de regrets quand tout ça finira. Hein. Et on va jouer un petit peu petit bras en se disant ça sera toujours autant de moins de regrets quand il faudra partir. Yalom cite un certain nombre d'études qui montrent qu'au contraire, paradoxalement, c'est ceux qui ont eu la vie la plus pleine, pour qui cette perspective de la mort est moins grave, parce que j'ai ce sentiment d'avoir vécu, hein, quelque part, qui est très 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 rassurant quelque part, plutôt que je suis prêt à mourir. Hein? Je suis prêt à mourir. Oui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais en tout cas, et elle est tentante. Hein, on est
penser à cet amoureux qui ne va pas s'autoriser à vivre une histoire parce qu'il a peur que ça finisse mal, de cette personne qui n'ira pas jusqu'au bout de son rêve parce qu'il risque de se réaliser après, parce que je pourrais me rendre compte de mes limites, parce que il y a tout un ensemble de limites qu'on va se mettre d'auto-limitation. Par rapport à cette mort, d'autres différentes stratégies de déni, parce qu'on est dans une angoisse assez considérable. Par exemple, le bourreau de travail, le workaholics. Les loisirs, le rien faire fait émerger cette angoisse parce que j'ai du temps pour y penser et du coup, je vais me perdre dans le travail pour oublier, pour être dans le faire. J'avais comme ça ce coaching d'un PDG qui avait d'une PME, qu'il avait bien vendu, il était à l'abri du besoin et on voit suite à ça tout un ensemble de difficultés anxio-dépressives remontées, qu'il lie d'ailleurs volontairement ou délibérément aussi au fait que quand il était tout petit, il avait failli mourir. Donc on arrive assez facilement à cette association ne pas travailler, ne rien faire, c'est mourir. En tout cas, c'est très angoissant et il faut être dans la compulsion de faire pour échapper à cette angoisse. Donc le bourreau de travail, quelque part, le mécanisme de défense, c'est empêcher que s'installe cette notion que ne rien faire, parce que ne rien faire, c'est mourir. Il y a l'homme, pas mal de stratégies, je trouve certaines, assez intéressantes par rapport à notre travail, la stratégie du narcissique. Le narcissique, c'est quelqu'un qui croit à son caractère très spécial, qui pense que finalement, inconsciemment, la mort, ce n'est pas pour lui, qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécial, et finalement, sa particularité va l'aider à transcender finalement la mort. Au passage, ce qu'on a vécu, il y a plein de raisons qui font que ce qu'on a vécu ces 10 derniers jours sont terribles. Mais pour certains, c'est aussi ce sentiment que ça peut m'arriver aussi, que je ne suis pas si spécial que ça. Regardez même José Mourinho à Chelsea, le Special One, comme on l'appelait, il est en train de se faire cartonner. Pardon, je refaire la parenthèse, mais en tout cas, c'est cette idée que le narcissique, il espère sortir de cette angoisse de mort en disant que je suis spécial et moi, ces choses-là ne m'arrivent pas à moi. Parce que sinon le risque c'est de se retrouver dans sa petitesse, dans je suis comme tout le monde, et on voit comment l'angoisse peut submerger. Ça peut être aussi une ambivalence par rapport à la réussite. Il y a des coachés qui peuvent nous approcher avec cette idée de je vais avoir une promotion ou est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Derrière la promotion, notamment pour devenir chef, c'est aussi finalement ne plus profiter de l'étayage, de la sécurité que produit son chef, d'avoir quelqu'un à qui demander, d'être dans quelque chose de contenant, et devenir le chef, c'est quelque part devenir son propre père, en tout cas prendre cette place, et du coup être face à une grande solitude, en tout cas une plus grande solitude que quand j'étais le niveau d'en dessous. Et par rapport à cette angoisse, d'un côté j'ai envie d'y aller, et de l'autre me retrouver tout seul par rapport au choix, par rapport à la liberté, etc. Ça peut être assez terrifiant, et donc nos coachés peuvent rentrer dans tout un ensemble de stratégies pour gérer ces aspects-là, de refuser une promotion, de pas se mettre en position d'y aller, etc. Une autre stratégie de déni de cette angoisse de mort, c'est la croyance au sauveur ultime. Il y a quelqu'un qui va me sauver. Donc c'est par exemple l'idéalisation à un chef. Lui, c'est tout pour moi. Et grâce à lui, c'est aussi comme ça qu'on comprend ces grands mouvements de foule vers les leaders charismatiques. Dans cette fusion que je suis prêt à me donner corps et âme, quelque part, je vais profiter de l'étayage de cette personne-là pour combattre cette peur de la mort, cette angoisse de mort, parce que je vais aller chercher l'étayage que m'offre cette personne, le réconfort puissant que va m'offrir
que va m'offrir cette personne avec cette tentation fusionnelle, hein, au sein d'un protecteur, d'un pourvoyeur de sens, etc. Ça peut être aussi une des formes de... donc ça pourra même très trivialement être idéalisation de son chef, de personnes d'autorité, etc. Hein, dans notre coaching. Donc un certain nombre de stratégies de déni, bourreau de travail, narcissique, croyance en ma particularité. Ça peut être cette ambivalence par rapport à la réussite, ça peut être la croyance au sauveur ultime, ça peut être aussi par exemple notre envie de croire au médecin qui vient nous guérir, qu'il sait l'équiper de toutes sortes sur un mode fantasmé de compétences qu'il a, parce que c'est aussi une façon de gérer cette angoisse de mort, hein, par rapport à la maladie. Cette finitude, on a vu, elle est intéressante à exploiter comme un levier. Et il y a des moments qui sont particulièrement intéressants en coaching, notamment. C'est par exemple la confrontation à une situation existentielle forte. Pour le coacher, une maladie, un décès d'un de ses proches, un divorce, hein, des moments clés qui le font finalement questionner ces choses-là. C'est dans l'environnement professionnel, par exemple, une promotion ou au contraire une démotion, hein, en tout cas une rétrogradation. C'est même plus basiquement des jalons de vie, hein, comme la rentrée, la nouvelle année, l'anniversaire. Hein, d'ailleurs, il y a l'homme, je trouve que c'est intéressant, on parle de ces formations. Pourquoi on fête comme ça son anniversaire? Pourquoi on va dans la joie de l'anniversaire? Quelque part, c'est une sorte de réaction au passage du temps, pour ne pas être saisi par cette angoisse des années qui passent. Hein, j'en sais quelque chose, je viens d'avoir 50 ans la semaine dernière. Eh ben, on va fêter ça, on va noyer cette angoisse du temps qui passe par la célébration, par le champagne, etc. Donc ça peut être par exemple, c'est quoi vos résolutions de nouvelle année, c'est quoi la rentrée, est-ce qu'il y a quelque chose de neuf pour vous, de profiter de ces moments un petit peu de pause pour réfléchir sur certains sujets et ce passage du temps. Je ne sais pas si vous connaissez Chesley Sullenberger, ça vous dit quelque chose ce nom-là? Chesley Sullenberger, non? Vous savez, c'est le pilote qui a atterri sur le Hudson le 15 janvier 2009, hein, vous savez, il y avait eu 2 amérissages avant dans l'histoire de l'aviation, donc c'était quelque chose d'assez osé, d'assez risqué. Et il y a d'ailleurs une conférence TED donnée par quelqu'un qui s'appelle Rick Elias, si ça vous intéresse, qui raconte, Rick Elias, c'était le siège indé de ce vol sur l'Hudson, c'est un vol US Airways, et il raconte comment... alors, la situation, c'est US Airways vient de décoller de LaGuardia, un vol de Granage du Canada, hein, des oies sauvages dans les réacteurs. Les 2 réacteurs s'arrêtent. Et donc, on est dans ce sentiment un petit peu irréel d'un avion qui ne fait plus aucun bruit. Hein. Il se trouve que Sullenberger était un pilote de l'Air Force avant et un spécialiste de planeur. Donc, il avait déjà connu ça, mais Rick Elias est en mode relativement de panique. Hein. Vous savez, dans ces moments-là, on essaye de voir un petit peu les stewardesses, quelle tête elles font, hein, parce que si tout a l'air bien, si elles continuent à servir le plateau repas, vous prendrez bien un petit peu de fromage, on est cool, hein, même si le vol fait ça. Et là, il dit, là, d'un coup, tout le monde se tait, et il entend ces mots de Sullenberger, « Brace for impact hein, », préparez-vous au choc, et il va se passer finalement cet épilogue tout à fait heureux, puisque il n'y aura aucun mort, tout le monde sera évacué,
et ces 150 personnes, 155 personnes vont être... Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rick Elias? Il fait cette conférence, il dit les 3 choses que j'ai retenues sur ce moment un petit peu particulier dans lequel il a vu sa mort et il en est revenu. Une sorte de near-death experience. On n'a pas toujours ce loisir, nous, de voir notre mort et de revenir pour en témoigner. Donc, c'est des moments assez forts. Il disait 3 choses. Les choses peuvent basculer d'un instant à l'autre. On l'a bien vu, il y a 10 jours. Et donc, il faut quelque part être instillé de ce sens d'urgence, ne pas repousser les choses. Quelle heure est-il? L'heure est maintenant, quelque part. Tous ces gens à qui vous voulez dire quelque chose, toutes ces choses que vous avez à faire, the time is now, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les choses basculent en un instant, donc ne repoussons pas. La deuxième chose qu'il disait, c'est que j'ai décidé d'éliminer toute la négativité en moi. Il disait, ça fait 3 ans que j'ai pas eu une dispute avec ma femme. Les choses pas importantes, j'ai décidé de les laisser de côté, de pas me stresser là-dessus. Je préfère être heureux qu'avoir raison dans mes discussions avec mes collègues. J'ai décidé d'éliminer la négativité. Et puis, son dernier point, c'est mourir n'était pas son émotion au moment où ils vont descendre, ils vont s'écraser dans l'Hudson. C'était mourir n'était pas tant effrayant que triste pour lui et très triste. Et ce qu'il disait, c'est j'espérais pouvoir avoir un dernier moment pour voir mes enfants. Et finalement, il dit suite à ça, mon seul but dans la vie, c'est d'être un bon papa. En tout cas, il avait éclairci ça comme ça. Voilà pour l'histoire de Chesley Sullenberger. Et alors, maintenant, c'est le moment où je vais vous demander, on va commencer à vous demander des choses. Je vais vous proposer de vivre un peu une Rick Elias quelque part, de fermer les yeux, pour ceux qui les ont encore ouverts. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes, imaginez que vous sortez d'ici sur le boulevard Montparnasse. Le boulevard Montparnasse, c'est compliqué, on ne sait jamais d'où vient le bus, les couloirs de bus sont au milieu, contrairement à d'autres endroits, et vous ne le saviez pas, et vous passez au milieu, et là, il y a un 30 tonnes qui vous éclate la tête, et vous êtes sur la chaussée, en train de vous vider de votre sang, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait? Qu'est-ce que, dans ce moment-là où vous avez encore 1 ou 2 minutes, réfléchissez quelques minutes sur ce que vous regretteriez de ne pas avoir fait, et puis partagez-le après. On va se prendre 3 ou 4 minutes, je vous donnerai un top, et puis après on le partagera avec la personne juste à côté de vous.
propose de partager cette réflexion individuelle avec la personne à côté de vous. Voir un petit peu ce que vous avez trouvé chacun. Quelques minutes. Alors, On va continuer comme ça. Donc après, tu fais... J'enchaîne sur la responsabilité. Ouais. Je parle de les 2-3 trucs. Voilà, c'est les mains, ouais, Et puis après, je finis par en cas de quitter notre humanité, c'est une capacité à choisir l'attitude que nous avons avec par exemple, un truc. Et puis, je passe à des existentiels. d'accord, ça te va comme J'avais fait comme ça. Et c'est très... Bam, ça vient tout de suite. C'est intéressant. c'est la pierre tombale aussi. Hein? C'est la pierre tombale ici qui mène la nuit. Oui, oui. Le pierre tombale, le pot d'adieu au moment de la retraite aussi. Oui. Je l'ai fait aussi avec en réveillé avec un temps de dessin sur les signes de ta vie. Tu dessines ta mort, tu dessines ce qui se passe là et puis que tu auras ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? J'avais fait ça une fois avec l'équipe de direction du patronat chrétien. Et ça avait été un bouleversement pour eux, ils n'avaient jamais fait une journée entière. Et alors ça a saoulé l'équipe d'une façon incroyable. Tu as laissé l'expérience durer La journée, oui. Oui, parce que le matin, bon, un peu d'infusion, un peu d'échauffement de ça, puis après, allez-y, le réveillé qui a duré, je l'avais conduit, mais ça a duré bien 20 minutes, tu vois. Et après, dessiner, donc ils ont mis au moins 3 quarts d'heure à faire leur dessin chacun. Et ensuite, 2 par 2, on est partagé, et ensuite ils ont partagé dans tout le groupe. Et ensuite chacun, ayant partagé, quand chacun partage dans le groupe, feedback du groupe à la personne, comment on te perçoit, comment on t'imagine, une journée. En plus pour des gens qui sont engagés chrétiennement, vraiment, même si c'est inégal, c'est pas très homogène, mais il y a ce point commun qui est là, qui est donc le sens de pourquoi ils sont là. Quoi. Oui, ça doit venir plus. Tu fais une journée, à l'époque, le président du patronat chrétien m'a remercié pendant des mois en disant vous avez une équipe, tu vois, c'est autre chose que dans le prêchi-prêcha habituel. La consigne, c'était, il y aurait des réveillés, c'était quoi? Je ne me souviens plus exactement, c'est de dire, ben voilà, vous allez rencontrer votre existence, évoquer votre naissance, qu'est-ce qu'on dit à votre naissance, qu'est-ce que disent vos parents à votre naissance, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont si vous êtes dans une famille, où est-ce que ça se situe, qui sont ces membres de cette famille, qu'est-ce qu'ils disent de vous, et puis voilà, les premières années, où est-ce que vous êtes, dans quelle maison. Là, tu déroules la vie, et puis là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on met sur notre pierre tombale, qui est là, qu'est-ce qu'ils disent de vous, pas simplement la pierre tombale, mais qu'est-ce qu'ils disent de vous, qui est là à ce moment-là. Des fois, il y en a qui disent, il n'y a personne, une personne, enfin, tu vois, et maintenant, vous décidez ce que vous voulez de votre vie. Vous êtes maintenant, vous avez 40 ans, 60 ans, qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Imagine, si c'est fait sérieusement dans un climat de confiance, et ensuite l'échange de par deux, tu l'imagines, et ensuite devant le groupe, une journée, tu peux passer une semaine là-dessus, quoi. Bon, voilà. C'est
intéressant. Là, j'ai fait l'exercice, j'ai pris des consciences très fortes. Ouais. Tac, tac, après tac. Donc, de ce que j'ai un certain regret de ne pas l'avoir fait. Et en même temps, je vois que ma vie, je vais te le dire, je ne vais pas cacher la copie. Le premier truc qui m'est venu, c'était la vocation religieuse. Et à 7 ans, je voulais être prêtre. Et quelque part, je me suis interdit de le faire, je n'ai pas voulu le faire. Après, il y a eu l'adolescence, de la sexualité, tout ça, donc la révolte, tout ça. Et voilà. Donc, il y a un regret, quelque part, de cette transcendance, d'une certaine façon, de prêtre, non pas du statut social, mais d'un engagement total, quoi. Et puis de l'autre côté, le mariage. Ne pas avoir été père de famille, nombre, si vous voulez, plusieurs enfants. Mon fantasme à cette époque-là, c'était de me marier à 25 ans, 27 ans, assez jeune, d'avoir une femme que j'aime, bien sûr, et d'avoir des enfants, une grosse voiture et un chien. Et de partir en week-end avec ma femme, mes enfants et mon chien. J'ai jamais fait. J'étais dans une névrose au niveau de la sexualité, mais aussi surtout de l'amour, jusqu'à ma thérapie, jusqu'à 35 ans. Mais très forte, avec une ambivalence, des peurs, des contradictions. J'étais aussi dans le fantasme de Bogart, tu vois, Bogart dans le film avec ça Lauren Bacall, tu vois, You Know How to Whistle, tu vois, le truc, il fallait que la femme vienne, tu vois, il fallait que je sois tellement masculin que je ne peux pas demander qu'elle vienne. Non, c'était le port de l'angoisse de Walsh. Et enfin, tu vois, des trucs comme ça. J'ai remplacé, moi, la religion par l'esthétique. Et de l'âge de 15 ans à l'âge de 30 ans, enfin jusqu'à ce que je rentre au monastère, après le théâtre, etc. Mais c'était vraiment la vie rêvée du cinéma. Metteur en scène, j'ai fait des films pendant des années. Quand j'étais à HSC, j'avais au moins 10 films par semaine, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas la télé, parce qu'il n'y avait pas. Donc le cinéma remplacé, donc il y a eu ça. Donc voilà. Et je n'ai pu me marier finalement qu'à 48 ans. Et ça a été une catastrophe. J'ai fait une erreur de diagnostic fantasmé avec une Allemande un peu loin, tout ça. Donc ça n'a pas marché au niveau de 2-3 ans. Ça a été un effondrement. Qui était inimaginable pour moi, j'ai divorcé, parce que vraiment pas, à 48 ans, je pensais vraiment. Et du coup, je suis resté pendant plusieurs années, donc je ne me suis pas marié, et actuellement, je pense que je peux me marier avec elle, mais c'est encore tellement chargé, donc je vis avec elle, un vrai amour, magnifique. Mais bon, la dimension de l'engagement du mariage, en fait, ne se pose pas pour elle, pour moi, on est ensemble, mais bon. Mais j'ai pas d'enfant, ça se pose quand même. Ça se pose pour moi, oui, ça se pose pour moi, mais ce n'est pas dramatique, tu vois, parce que c'est tellement bien. Et pour elle, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu d'enfant. C'est jamais mariée. Et il y a un amour, je ne sais pas que ce soit possible. Donc il y a ces deux trucs. Et en même temps, maintenant c'est fini, j'aurai plus d'enfants. Ou alors je ferai une adoption, mais enfin, je ne vois pas faire ça. Encore que, par contre, je vois la fécondité de ma vie. Et quand je pourrais mourir maintenant, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps en thérapie aussi, je pourrais mourir maintenant, ma vie a eu un sens, elle a été féconde, et aussi féconde que si elle avait choisi de voir, peut-être même plus d'une certaine façon mon frère, par exemple, qui est religieux, qui est à la Sion, il est dit plus religieux que moi. Et quand il vient dans les groupes, il est venu faire des séminaires,
s'est fait coacher, mon frère de gars, il a 2-3 ans, il a encore bien un enfant. Et il dit aux gens, il est plus religieux que moi, il fait ce que j'aurais pu faire. Et donc, je vois ma vie. Alors évidemment, j'ai un regret, j'aimerais avoir des enfants qui peut-être plus qui sautent sur mes genoux, que j'aurais encore 30 ans. Mais quand je vois mes amis qui ont des enfants, encore hier, il y avait cet été qui a passé son examen d'enseignant, ses filles sont juste délicieux de voir. Mais, je me réjouis de la fécondité de ma vie, et je me dis, je peux avoir 10 ans bien sûr, mais peut-être 20 ans, peut-être plus. Son père est mort à 98 ans. 98. Donc, je me dis, j'ai peut-être 20 ans plein, tu vois, et j'ai envie que ces 20 ans soient féconds. Et je le vivrai dans l'amour, et je le vivrai dans la foi. Donc je pense que ce n'est plus une contradiction, et ce n'est plus une forme, tu vois, d'être conforme d'une certaine façon. Voilà, c'est la vie maintenant. Voilà. L'exercice, c'est bien, ça m'a fait faire un saut. La question, il faut que je me remette, après ce que tu m'as dit, tu me fais de l'effet, que je me remette en état de... Mais c'est pas bon. Non, mais c'est bien en vérité. Je ne sais pas si je pouvais te le demander, mais non, mais tu ne m'as pas tordu le bras. Hein. Non, je me sens très en confiance avec toi. Tu es quelqu'un avec qui je sens on est à des années-lumière hein, sur plein de choses, sur ta culture et ça, et en même temps, très curieusement, voilà, je me sens une fluidité dans notre relation, une confiance, une alliance, une amitié, réelle, mystérieusement, mais réelle. Mais quand tu parles, qu'est-ce qu'il raconte là, franchement, je comprends tout ce que tu dis, mais c'est pas du tout mon mode de dire ça, mais c'est pas ce que je dis. Simplement, je dis comment je peux, voilà, mais c'est pas grave. J'ai le sentiment de t'accepter, dans ta différence, et c'est bien comme ça. Est-ce que prenez une dernière minute et on va continuer, s'il vous plaît. Tu veux une petite clochette? C'est une petite clochette, tu veux? Oui, c'est bien la clochette. Tu l'as la clochette? Parce que... Mais j'en avais une magnifique que tu as dû connaître parce que c'était... Ah, c'est dégueulasse. Ce que je n'arrive pas à faire, la clochette le fait très bien. On emploie les grands moyens. C'est très injuste de vous arrêter en si bon chemin. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager par rapport à ce que vous vous êtes dit? D'abord, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est... Il fallait faire attention en traversant le boulevard. Un peu violent, hein. Je vais faire très attention. Nous, on a trouvé que ce qui nous marquait, c'est que finalement, ce qu'on regrettait, ou en tout cas l'attention était portée sur ce qui était essentiel pour nous finalement. Tout le reste avait été en éclat, et la focalisation s'est faite sur un point qui est vraiment premier. Quoi. Je veux dire, tu vois, on parlait de ses enfants, d'embrasser les enfants, voilà. Ça peut être la relation à d'autres, ça peut être une demande de pardon, ça peut être des choses qui vous agitent profondément.
profondément, et à ce moment-là, c'est dans l'ultime. Donc il y a une espèce de recentrage sur l'essentiel. Tout à fait relatif par rapport à quelque chose d'essentiel. Une petite chose, peut-être ça c'est arrivé à d'autres personnes, mais en fait, ça m'est déjà arrivé d'être très proche de la mort dans une prise d'otage. Et ce qui ressort, en fait, c'est pas oh merde, moi, c'est oh merde, les autres. En fait, je trouve que c'est ça qui ressort. On se dit, ils vont être tristes. Et en fait, je me demande si les autres se sont aussi focalisés sur, en fait, ce qui est important, c'est les autres. Mais après, je sais pas si ça dépend. D'autres réflexions par rapport à ça? Très émotionnel. Très émotionnel. Plutôt positif. Très émotionnel. Mais j'ai eu peur pendant, je ne peux pas dire si c'est un quart de seconde, une seconde, ma vie qui a défilé. Et vous? Alors, moi, je n'ai pas fait l'exercice, j'ai écouté l'exercice. Et il y a des choses très fortes qui sont ressorties de cet exercice. Voilà, j'ai réussi à passer l'exercice à mon collègue, et du coup, j'ai pas eu le temps de regretter. Et puis, il fallait que je reste d'attaque pour la suite. J'ai pu le faire à d'autres reprises. Oui, je comprends quand vous dites, c'est un petit peu aussi ce que Rick Elias disait, c'était pas si effrayant que infiniment triste ce qui arrivait. Je n'allais pas voir grandir les enfants, je ne vais pas être, je vais manquer je vais pas ce rattachement à quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui est au-delà de nous. Et en disant ça, j'intellectualise puisque c'est souvent mon mécanisme de défense. Donc, on se défend comme on peut. C'est aussi connu que en thérapie, le temps s'accélère vers la fin. On est sur le point de raccompagner. Une dernière chose. Et là, c'est reparti. Ce sentiment de fin qui arrive. Et parfois, quand on sent qu'on s'enlise, moi, je peux dire quelque chose du genre dans une demi-heure, quand ça sera fini, qu'est-ce que vous regretterez de ne pas avoir eu le temps de dire ou de faire pendant notre séance, par exemple, pendant notre coaching.
cette façon de remettre un petit peu d'urgence, un petit peu de finitude quelque part dans notre exercice. Bon, on va avancer un peu pour laisser du temps. Une infirmière qui s'appelle Bronnie Ware, qui est une infirmière australienne, a écrit il y a quelques années un livre sur les 5 grands regrets. Elle travaillait en soins palliatifs. Les 5 grands regrets des mourants. Elle évoquait ces phrases: j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Je regrette d'avoir travaillé si dur, ça c'est les patients masculins uniquement. J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. On va sortir de la mort, quelque chose de plus terrifiant, qui est la responsabilité. Le deuxième axe existentiel, on va passer un petit peu plus rapidement, mais je l'évoquais avec la perspective sartrienne, par exemple. On est dans la contingence absolue. Tout aurait pu être autre. C'est moi qui donne un sens à chaque instant. Et il y a ce concept, cette idée de dérédiction. L'homme est jeté là, condamné à la liberté, entièrement responsable de ses actions et inactions. Il n'y a pas de mode d'emploi. La personne, c'est l'idée de l'existence précède l'essence. Il n'y a pas de mode d'emploi donné de ce que c'est que d'être humain. C'est je le donne à chaque instant. Et pour Sartre, ce qu'il appelle la mauvaise foi, c'est la mauvaise foi pour Sartre, c'est considérer le monde comme indépendant de notre acte constitutif. Parce qu'en fait, pour Sartre, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de grand dessein. C'est moi. La mauvaise foi, c'est aussi se penser comme résultat de différents déterminismes. Choisissez celui que vous voulez, biologique, culturel, religieux, politique, familiaux. Et pourtant, il y a toujours cette zone d'espace. Responsabilité, c'est quelque chose de difficile. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que quand j'ai une simultanéité de réflexion, d'action qui sont un petit peu contradictoires et qui vont entraîner un mal-être intérieur. Par exemple, je suis fumeur et je sais que fumer tue. Comment est-ce que je peux faire coexister ce sentiment de je suis fumeur, mon action de fumer, je fume tous les jours, et je sais que fumer tue, ce qui me met dans une sorte de dissonance, je fais quelque chose qui n'a pas de sens, et ce qui menace finalement l'image que j'ai de moi. Il y a cette question de dissonance cognitive, elle est aussi autour du changement. Je peux me dire par rapport à une nouvelle chose, si je n'ai pas changé, c'est que j'avais mes raisons. Et si je change maintenant, c'est que j'aurais pu changer avant. Sous-entendu, je suis un imbécile de ne pas l'avoir fait, donc mécanisme de déni, je ne vais pas changer et je vais persévérer dans. Donc il y a cette résistance qui consiste à dire, voilà, si je n'ai pas changé, c'est que j'avais mes raisons. Et si je change maintenant, tout ça pour ça, c'est que j'aurais dû changer avant. Donc beaucoup de défenses pour éviter la prise de conscience de cette responsabilité. Au passage, Sartre dirait qu'on est à l'extrême, qu'on a une responsabilité claire par rapport aux attentats, au sens où on a une obligation de se positionner par rapport à Daesh, par rapport à ce qui se passe, qu'on ne peut pas le considérer comme extérieur à nous. Il faut nous engager. C'est le sens de l'engagement sartrien. Beaucoup de défenses pour éviter l'engagement. La compulsion, par exemple le bourreau de travail, pour éviter de s'engager dans la vie. Je m'occupe de mon travail et ça me fait éviter de faire des choix. Tout ce qui est délégation, déplacement, déni de responsabilité sur un tiers, sur ma femme, sur mon chien, de telle sorte que ça soit l'autre qui semble prendre une décision. Par exemple, ne pas prendre un poste
Hein, ne pas demander un poste pour ne pas l'avoir. Quelque part, je suis aussi responsable de ça. Hein. Évitement de l'autonomie, tentation fusionnelle, peur d'être son propre père, d'être dans l'autocréation quelque part, procrastination décisionnelle. Je ne décide pas pour maintenir toutes mes options ouvertes, mais ce faisant, je décide de ne pas décider. Je vais avancer. Deux choses, deux théories psychologiques importantes qui montrent que l'évitement de la responsabilité peut être assez néfaste. Il y a un concept en psychologie clinique qui s'appelle l'impuissance acquise de quelqu'un qui s'appelle Seligman. Seligman, c'est le père de la le père de la psychologie positive, père américain de la psychologie positive, et qui a notamment travaillé sur les causes de la dépression. Et l'impuissance acquise, qu'est-ce que c'est? On met learn helplessness. On met deux chiens dans des cages. On entend un bruit qui sera suivi d'un choc électrique. Dans une première cage, les chiens peuvent éviter avec leur museau en coupant le courant. Dans le deuxième, ils ne peuvent pas. Donc, ils vont recevoir ce choc quoi qu'ils fassent. Ils vont faire l'apprentissage de l'incontrôlabilité. On sort ces deux chiens, on les met dans une situation où ces deux chiens on fait la même expérience, sauf que là, les chiens peuvent sauter de la cage et échapper au choc électrique. Ceux qui avaient la possibilité d'échapper à ça dans la première condition sauteront. Les deuxièmes, ceux qui étaient dans la phase d'incontrôlabilité, en dépit du fait qu'ils pourraient s'échapper, resteront dans la cage et finalement auront appris l'impuissance. Ça marche pour les animaux, ça marche extrêmement rapidement pour les hommes. Il y a une psychologue qui s'appelle Shari Smithson qui a fait une expérience avec ses étudiants. Si par exemple je sépare cette salle en deux et je vous donne 3 anagrammes à résoudre, ici je donne des anagrammes très faciles, les 2 premiers sont très faciles, et ici je donne des anagrammes infaisables, il n'y a pas de solution. Et on voit ce qui se passe pour le 3e anagramme. Ceux-là qui n'arrivent pas à trouver l'anagramme pensent qu'on a distribué la même feuille à tout le monde, voient les gens qui lèvent la main, moi j'ai trouvé madame, moi j'ai trouvé là, donc ils commencent à se sentir un petit peu incompétents. Sur le 3e anagramme qu'ils auraient pu résoudre, ils ne s'y mettront pas, ils ne résoudront pas cet anagramme alors que le 3e était solvable. Alors bien entendu, cette condition-là va le résoudre très facilement. Ils ont appris finalement l'incompétence quelque part. Ça se fait en 5 minutes et on va voir que cette partie va trouver beaucoup moins le 3e anagramme qui était facile à trouver que celle-là qui a été dans une situation de maîtrise dans les 2 premiers, alors que ceux-là se disent zut, eux ils trouvent, moi non, je suis incompétent, je suis frustré, j'y arrive pas, et ils vont lâcher l'affaire tout de suite. Ils vont être dans... Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprogrammer ça assez rapidement, mais vous imaginez les dégâts que on peut, quand on entend très tôt, tu n'y arriveras pas, tu as rien, etc. Concept d'impuissance acquise, il y a toujours une responsabilité qui peut se mettre en... Un deuxième concept, oui. C'est le fait que très vite, le sentiment de non-corrélation entre mon action et les résultats, c'est-à-dire l'indépendance entre ce que je fais et les résultats, va me démotiver et dans certains cas d'ailleurs me déprimer et me rendre dépressif. Et je vais avoir appris quelque part l'incontrôlabilité de certains phénomènes. Oui. Pour poser quelque chose, je vois une responsabilité par rapport au coaching qui est de travailler la fonctionnalité des croyances. Là, il y a des croyances qui se créent, et des apprentissages qui sont dysfonctionnels. Oui. L'exemple que vous avez Oui, dit. bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai la responsabilité de travailler la fonctionnalité. Oui. Sur un yes I can, qu'est-ce qui me manque pour y arriver, etc. Croyance et oui. Motrice, utile. Oui, absolument. Deuxième, rapidement, il y a un concept qui s'appelle le lieu de contrôle.
Globalement, le monde est partagé entre deux types de personnes, les gens qu'on appelle internes et les gens externes. Les gens internes, c'est ceux qui pensent que finalement, les résultats sont très fonction de l'action que j'ai et je peux globalement aller impacter sur les éléments. Et les externes, c'est des gens qui se disent que finalement, tout est en grande partie le fruit du hasard, de la chance. Hein. Et il y a des questionnaires qui vont dire, par exemple, ma promotion va dépendre de ma connaissance de gens haut placés, par exemple, versus ma promotion va dépendre du travail que je vais faire. Hein. Ce dont on s'aperçoit en psychologie sociale et de la santé, c'est que les gens internes sont plus performants, hein, vivent en meilleure santé, parce que eux, ils savent que mettre un cache-nez diminue la chance d'attraper une grippe, alors que l'externe se dit que de toute façon, ce qu'on doit attraper arrivera. Hein. Donc en plus, les externes prennent moins soin d'eux, etc. Et on a vu, il y a un lien entre un locus de contrôle externe, hein, et dépression, vulnérabilité, inefficacité. Et donc il y a tout un travail à coaching à faire pour internaliser un petit peu plus les fonctionnements, je reviendrai là-dessus. L'idée, c'est qu'existentiellement, si je crois que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, je vais finir par en payer un prix assez fort. Et au contraire, ce qui fait notre humanité chez Frankl, c'est notamment notre capacité à choisir l'attitude que je vais avoir par rapport à ce qui m'arrive, par rapport à une épreuve. Je vais laisser Vincent nous présenter un modèle sur Frankl. Voilà, oui. Juste pour faire le lien sur la responsabilité, il y a deux phrases, je trouve, de paroles centrales, à mon avis, chez Yalom et chez Frankl. La phrase, je ne me souviens plus du terme exact, mais je n'avais pas préparé là sur ce point-là, mais je me souviens, c'est Yalom dit, le moment où le client prend la responsabilité de ce qu'il vit, il est dans le vestibule du changement. Il est entré dans le vestibule du changement. Je trouve que c'est une phrase maîtresse, quoi, et très importante. Et l'autre parole de Frankl que l'on connaît bien, enfin pour ceux qui sont familiers avec Frankl, c'est une des plus célèbres. Il s'adressait aux Américains en disant: vous avez construit à l'est la statue de la liberté, il nous reste un continent à traverser pour construire à l'ouest la statue de la responsabilité. Et je trouve que cette phrase qu'a repris d'ailleurs Collins dans son livre sur l'excellence, Good to Great, il le reprend comme une injonction très importante dans le leadership, c'est-à-dire comment amener les membres d'une communauté d'entreprise, enfin, de la liberté, enfin, à la responsabilité, quoi. Voilà, juste pour faire la transition. Alors, moi, je vais partir d'un point de vue un peu différent, mais vous dire, plutôt témoigner, si vous voulez, de ma pratique, qui s'est beaucoup structurée à partir de Yalom et d'abord de Frankl. Je n'ai découvert Yalom qu'il y a 7-8 ans seulement, mais qui rejoint tout à fait, hein, parce que les deux s'emboîtent parfaitement. Ce que je dirais très brièvement, c'est que ils se rejoignent sur le terme existentiel, sur ce regard de l'ensemble de l'existence, donc pas simplement le regard, disons, freudien ou néo-freudien vers la petite enfance, mais plutôt sur le regard sur la mort et sur ce qui nous reste à vivre. Et qu'est-ce que je vais faire de ce qui nous reste à vivre, hein, pour faire court, hein, ils sont vraiment... Par contre, ce que Frankl développe, c'est la dimension de la noétique qui sort un peu de cet espace l'espace-temps de la vie. Alors, en réfléchissant sur ce qui était pour moi le sens, d'abord une première définition, le plus classique, c'est le sens, c'est un objectif, comme on dirait vers quoi on va, c'est une direction, c'est le sens, comme on parle du sens d'une rue, c'est peut-être une signification, c'est-à-dire c'est pas un objectif, c'est plutôt ce qui éclaire ma vie, on parlera de valeur, et notamment c'est la signification, comme on parle d'une sens d'une phrase. Une troisième définition, c'est que je reprends, si vous voulez, de l'analyse, c'est-à-dire cette mise en cohérence d'un certain nombre d'éléments, des lapsus, des rêves, des actes manqués, une compulsion de répétition, etc. Comment ça se fait que tout ce qui m'arrive là est sur le divan
dans lequel se trouve l'analysant, à un moment donné, soit il a l'insight, soit la parole du psychanalyste lui fait dire, ça y est, c'est ce qu'on trouve en Gestalt, le haha de Pearl, ça y est, je vois, quoi. D'un seul coup, cet ensemble-là qui était chaotique prend sens, hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme de compréhension, de cohérence qui se fait. Et donc, quand j'en arrive à ces définitions du sens, je dis ça parce que c'est très important pour moi dans le coaching, notamment le coaching individuel ou le coaching d'équipe, c'est finalement l'émergence d'une cohérence dans la conscience. Pour moi, c'est ma définition. Si vous avez mieux, dites-le moi parce que je ne connais pas mieux. C'est le moment où une vision se partage. Vous voyez, si vous connaissez l'exercice de la jeune, la vieille, de la figure de Boring, je voyais que la vieille, puis d'un seul coup, je vois la jeune, voilà, d'un seul coup, paf, il y a un insight, hein, le haha de pensement. Donc pour moi, le sens, c'est cette émergence d'une cohérence dans la conscience, ou bien s'il n'y a pas d'émergence, la construction qui vise à cette cohérence. Vous voyez. Et donc, pour moi, mon travail de coach, comme de thérapeute, et je dis juste au passage que le métier de coaching est totalement consubstantiel avec le métier de thérapeute, simplement, un peu comme des fractales, si vous voulez, ou un hologramme, il ne prend qu'une partie du réel, puisqu'on n'est pas censé faire du travail thérapeutique, ni du travail spirituel, etc. Mais il est de même, je dirais, il touche l'être entier, il est de même nature, il est consubstantiel. Alors, avec le temps, je suis arrivé à élaborer un modèle tout à fait tentatif. Je ne suis ni anthropologue, ni philosophe, ni très développé sur le plan académique, mais je suis un praticien et mon expérience fait que ce modèle que je vous propose m'est très utile dans ma pratique de thérapeute, et même je n'exerce plus comme thérapeute de façon continue de temps en temps, mais en tant que coach, je sais bien quelle est la frontière, même si elle est ténue et si elle est très fragile, on est toujours sur ces frontières-là. En tant que coaching, pour moi, l'être humain ne se réduit pas à ce qu'on pourrait appeler l'important, hein, il est aussi fait d'essentiel. Alors, qu'est-ce que l'essentiel et qu'est-ce que l'important? Donc, j'ai élaboré un petit modèle en 9 niveaux. J'ai été très marqué des travaux de Comte Sponville, notamment le premier livre que j'ai lu de lui. Pour moi, c'est un des philosophes actuels, vraiment c'est très différent de ce qu'il a écrit sur un livre. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment très intéressant pour un coach. C'est le capitalisme est-il, c'est une question, est-il pas, est-il moral, hein, et dans lequel il parle de niveau d'ordre. Il y a des niveaux logiques qui représentent des ordres différents. On prend Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hein, ce sont des niveaux d'ordre différents. Eh bien, je pense que dans la construction d'une personne, nous avons à minima 9 niveaux d'ordre. Et quand on travaille en tant que coach, moi je travaille en tant que coach, eh bien, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 3 principaux, je dirais, dans le travail de coach. C'est ce que l'on appellera la dimension professionnelle, hein, le métier de la personne, pour faire court, la dimension managériale, c'est-à-dire le poste qu'il occupe, que la personne occupe, et la dimension organisationnelle, on va dire l'institution, l'entreprise dans laquelle, ou le système, ou l'association, enfin, et ça, évidemment, c'est le domaine de l'importance. Et nous sommes payés pour travailler principalement sur ces niveaux-là, avec un travail qui n'est pas du tout évident parce qu'il y a souvent pas de cohérence. La personne a un métier et on lui donne un poste qui ne correspond pas à son métier. Il est pharmacien, il a appris à travailler dans des laboratoires, d'un seul coup, une école de management, il n'a pas été formé en management, qui sont produits bien sûr, ou bien la personne est cohérente de son métier et de son poste, d'un seul coup change d'organisation, et l'organisation d'une culture différente. Donc, mettre de la cohérence dans ce travail et dans son identité, je dirais, propre à celle qu'on traite dans le coaching. Mais la personne qui vient dans la situation de coaching, elle n'est pas découpée en rondelles comme ça, elle est une globalité, et elle a une vie privée qui est souvent menacée, envahie par sa vie professionnelle. Il y a trouvé un équilibre, une cohérence entre une vie privée et sa vie professionnelle. Et très souvent, ce n'est pas le cas. La vie privée bouffée, ou l'inverse, la vie privée empêche
sans travail. Je ne peux pas imaginer toutes les situations possibles. Et puis, il y a évidemment une dimension psychologique qui serait plutôt le champ d'un travail thérapeutique, avec toute son histoire, son scénario, sa petite enfance, etc., comment elle est structurée. On sait qu'une personne est structurée à 7 ans, à partir de 7 ans, l'essentiel de sa structure est élaboré. Bien sûr, s'il y a des modifications, des traumatismes, etc., par la suite, mais souvent, c'est plutôt le palimpseste par rapport au protocole de construction du scénario, etc. Donc, cette dimension psychologique existe. Ces émotions, sa dimension somatique, cette dimension, sa problématique relationnelle, sa vie sexuelle, enfin, tout ce qui constitue son identité qu'on traite plutôt en thérapie. On n'est pas là en coaching de la pour la traiter. Et pourtant, ça conditionne le reste. Et puis, il y a l'existentiel. Alors, c'est quoi l'existentiel? Alors, c'est là que c'est intéressant de reformuler de cette façon-là. C'est pour ça que je devais avoir deux tableaux, mais on va faire avec les moyens de bord. Cette dimension existentielle, j'ai un petit schéma qui est peut-être un peu simpliste, mais que je trouve utile, en tout cas qui a été éclairant pour moi. C'est cette. On va la coller, je crois qu'on peut le coller. Non, je ne pas. Donc, je vais le tenir pendant 3 minutes. Si je dessine des rectangles avec ici la naissance et ici la mort, eh bien chacun d'entre nous se trouve quelque part à plus ou moins mi-chemin, maintenant plus ou moins loin, et la question du sens se pose ici, c'est-à-dire quel est le sens du problème que je rencontre, de la difficulté, du choix que j'ai à faire, de la décision que j'ai à prendre, etc. Ici et maintenant. Ici et maintenant, j'ai un choix, il y a toujours une décision à prendre, en fait. Eh bien, je peux voir que le sens de cet événement va être relié dans une logique de causalité, et je peux être, merci Freud, la petite enfance, mon histoire, etc. Eh bien, la dimension existentielle va assumer cette dimension, mais va le situer beaucoup plus en termes de finalité, F pour finalité, et notamment par rapport à la mort, à la question qui se pose, et notamment à cet espace-temps qui me sépare de la mort, et qu'est-ce que je vais faire compte tenu de mon histoire, qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste à la vie, et comment cette décision ici maintenant prend sens par rapport à ce qui me reste à vie. La mort, mais aussi peut-être la mort symbolique que peut représenter la retraite, le moment où qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent, qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine, et finalement, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant va être relié dans cette perspective. Pour moi, c'est là que se pose la question existentielle, c'est de reprendre et d'assumer toute cette dimension-là, du passé et du futur, et de resituer ici et maintenant dans cette perspective. Vous voyez, entre la naissance et la mort. Alors, merci beaucoup. Petit schéma qui est une façon d'interpeller la personne, vous voyez, un peu comme on l'a fait avec des exercices comme celui-là et bien d'autres. Et ça, c'est la terminologie, si vous voulez, qui est propre qui est partagée entre Frankl et Galois. Ce que rajoute Frankl, d'une façon voilée, parce qu'il est très discret là-dessus, bien que lui, religieux, profondément croyant, pour moi, sous le terme existentiel, il intègre, sans le distinguer d'une façon trop précise, ce que j'appellerais moi le spirituel et le confessionnel. Alors, évidemment, on pourrait mettre l'inverse, parce qu'on peut avoir l'impression que le plus important, le plus élevé, ce serait le spirituel. Non, pas forcément. Par exemple, comme ça, parce qu'on peut présenter aussi ce schéma en circularité, on prend tous les anneaux que je viens de mettre aussi, et ce n'est pas vraiment une privilégiée. Mais je fais une distinction importante. Par spirituel, je dirais, dans le schéma précédent, encore un petit seconde, si tu veux bien, je mettrai dans cette dimension spirituelle ce qui dépasse la mort. Existe-t-il quelque chose? Existe-t-il une vie après la mort? Et c'est quand même intéressant de savoir que pour certaines personnes, pour peut-être quand même une majorité quand même de personnes, mais indépendamment des aspects religieux, la mort n'est pas finalement la fin. C'est une fin, mais c'est peut-être pour d'autres, c'est le départ.
Heidegger, c'est Zeit und Leben für Sterben, für Tod. Alors que pour d'autres, c'est le contraire, für Leben. Tod für Leben, Zeit für Leben. C'est-à-dire que ici, c'est une naissance. Ça peut être vécu comme une naissance. Une naissance à un nouveau mode de vie. Peut-être la vie éternelle. Pour beaucoup, il y a au-delà. Et puis, cet au-delà, s'il est au-delà de la mort, il était déjà présent ici. C'est-à-dire que cette dimension ici est la même qui éclaire le sens de ce que je vis maintenant. Et ça, ce sera, je dirais, spirituel, en ce sens que, merci beaucoup, c'est ce qui est partagé par toutes les religions, par toutes les personnes qui croient que l'espace-temps existentiel que nous connaissons, dont vous pouvez définir le contour, n'est pas la seule réalité, qu'il y a une réalité qui éclaire ça. Ça, c'est partagé par toutes les religions, et par toute personne, et je pense que d'une certaine façon, le sens que l'on va donner à ceci, y compris pour des humanistes non-croyants, il y a quelque chose de l'humanité qui se vit, partagée par toute l'humanité dans son histoire, passée et à venir, qui est vécue dans l'instant présent. Je pense que, par exemple, la manifestation spirituelle la plus spectaculaire, et on vient de la vivre dans les temps récents, c'est la minute de silence. C'est ce moment où l'ici et maintenant prend sens par rapport en général à des domaines extrêmes, et notamment de la mort de quelqu'un, de ses proches, etc. Et c'est un climat de communion spirituelle qui est vécu, je ne sais pas comment l'appeler autrement. On peut en trouver une autre comparaison religieuse, c'est ce qui s'est passé avec Jean-Paul II à Assise, où il y avait toutes les religions qui étaient là, qui partageaient dans une prière silencieuse, qui partageaient quelque chose qui est de l'ordre spirituel. Mais il existe un autre niveau de sens qui est radicalement aussi différent, même si tout cela est holomorphique, tout cela est consubstantiel, évidemment. On ne peut pas séparer les choses, mais il existe des niveaux d'ordre différents. Et l'autre niveau est le niveau confessionnel, c'est-à-dire ce qui est propre à notamment une organisation de ma foi. Alors ça peut être religieux, ça peut être une autre foi éventuellement, mais l'anthropologie, la cosmologie d'un musulman n'est pas celle d'un chrétien, n'est pas celle d'un juif. Le rapport au temps, à l'histoire, même la foi de la résurrection n'est pas la même pour un juif que pour un chrétien, ou pour un orthodoxe, etc. Ou pour un bouddhiste. C'est pas la même cosmologie. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre vraiment comme disciple d'un maître hindou pendant une année. Et j'ai pratiqué le yoga depuis 45 ans, d'une façon extrêmement intense. Je suis chrétien, personnellement, je ne peux pas être à l'âge de ça, mais c'est pour dire. Et bien, c'est pas la même façon de voir, d'être dans une spiritualité de la grâce, comme le sont les chrétiens, au sens large, ou bien dans une spiritualité. C'est-à-dire que je me considère, dans une autre anthropologie, je me considère comme une créature, vous voyez, avec un Dieu créateur, alors que pour un moine hindou, ce que j'ai failli devenir à un moment donné, quand j'étais disciple j'étais brahmachari, j'étais disciple d'un hindou pour devenir sannyas, c'était vraiment à un moment donné accéder à une anthropologie où je suis à Dieu ce que la goutte d'eau est à l'océan, c'est-à-dire de même nature. Et non pas de découvrir qu'en fait je n'étais pas créé, mais que la création était une illusion. Donc c'est pas la même anthropologie, c'est pas la même confession, c'est pas la même chose. Vous voyez, et dire que tout est pareil, non, c'est pas pareil. On est dans du syncrétisme. Et donc pour certaines personnes, c'est insupportable. Vous voyez. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une condamnation des autres religions, mais il y a une spécificité dans mon identité, vous voyez, qui est propre à chacun de ces niveaux-là. Et la question c'est où est-ce que, alors évidemment, on va dire que c'est plutôt ces niveaux-là, voire même ces niveaux-là, j'en ai pas parlé, ça c'est, je dirais, mon appartenance environnementale. Est-ce que, par exemple, ma nation, mon pays, la ville à laquelle j'appartiens, l'association à laquelle j'appartiens, c'est différent de mon métier. C'est important parce que c'est pour ça que je donnerai ma vie. Si je suis en guerre, je vais peut-être donner ma vie ou me mettre dans la résistance, etc. Et donc c'est un niveau de sens qui peut être un sens absolument central. Moins compliqué qu'il est existentiel pour un soldat, par exemple. Bon, donc il y aura aussi ici l'essentiel. Eh bien, et je termine là-dessus, ces niveaux d'ordre-là ne sont pas à amalgamer. La problématique professionnelle n'est pas la problématique managériale, c'est pas la même chose.
tout le temps que l'on passe à se former à un métier, à une compétence, etc., n'est pas du même rythme et du même ordre que ce qui se passe sur le plan managérial, n'est pas, etc. N'est pas du même rythme et du même ordre que ce. Parfois c'est amalgamé, mais la construction d'une organisation, etc. Et donc, chacun de ces niveaux d'ordre a sa cohérence propre, et tout le danger, c'est de réduire ces niveaux-là vers le haut en les amalgamant, et ce que magnifiquement confondu l'appelle l'angélisme, ou bien c'est réduire les niveaux d'ordre supérieurs à des niveaux inférieurs, et c'est la barbarie. Et puis réduire tous les niveaux à un seul, c'est la tyrannie. Si vous lisez Capitalisme et équilibre moral, Constantin le développe d'une façon magnifique. Mais je trouve ça très utile dans mon rôle de coach d'aider les personnes à désamalgamer les choses et mettre de l'ordre, finalement, de la cohérence, mettre du sens dans leur vie. Alors, je termine là-dessus. Je vous invite à prendre quelques minutes à parler avec votre voisin. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Où est-ce que se trouve le sens pour vous? Et vous pouvez certainement avoir un investissement majeur à un certain niveau de l'importance, mais probablement qu'il y a des résonances au niveau de l'essentiel. Et je pense qu'un des aspects clés de notre travail de coach, c'est d'accueillir, sans se substituer à un conseiller spirituel ou religieux, sans se substituer à un psychologue, c'est pour nous, en tant que coach, c'est d'avoir une compréhension de la spécificité de chacun de ces niveaux d'ordre et de pouvoir accueillir chez la personne qui parle et qui vient à quel niveau se trouve sa question du sens, ou quelle incompatibilité ou quel conflit de sens se produit entre différents niveaux. Voilà. Alors, lorsqu'il s'agit, en tant que thérapeute, souvent, évidemment, j'entends particulièrement la problématique thérapeutique que peut avoir la personne. Ce que je fais, c'est justement de renvoyer à ce moment-là à un autre lieu, parce que ce n'est pas du même ordre. Je ne peux pas, en tant qu'intervenant en entreprise, faire la thérapie d'une personne. Je peux avoir des moments de clarification, d'écoute, d'accueil des émotions, bien sûr, mais je ne suis pas là pour faire le travail régressif, pour faire des interprétations sauvages, etc. Par contre, je suis là pour vous dire peut-être que la problématique que vous évoquez suppose un travail plus spécifique, vous voyez, qui me relève. Que je pourrais peut-être traiter si j'étais votre thérapeute, que je n'intervenais pas pour vous en écoute, mais qui relève d'un autre lieu. De même, la même chose sur le plan spirituel, etc. Donc ma question, c'est ma proposition, il reste encore 5 minutes, c'est que vous preniez quelques minutes pour en parler avec votre voisin. Comment ça résonne pour vous? Voilà. Peut-être qu'il y a une ou deux questions avant. Non, très bien. Est-ce que c'est suffisant? Évidemment, ça, on peut passer 3 jours là-dessus, je veux dire, pour chacun d'entre nous, mais peut-être l'idée, c'est plus d'ouvrir quelques pistes de réflexion pour vous. Oui. Je m'entends effectivement le panneau, et le champ spirituel et le champ confessionnel, les personnes qui disent être athées, comment à ce moment-là, est-ce que du coup ces gens-là ne sont pas du tout investis? Non, je pense qu'ils peuvent être tout à fait investis. Comme je l'ai dit, par exemple, l'expérience de la minute de silence, ce n'est pas seulement une expérience psychologique. Vous voyez? Je ne parle pas pour vous, bien sûr, mais si vous n'êtes pas croyant, c'est une expérience d'ordre spirituel. Mais c'est une spiritualité, je dirais, d'un humanisme. L'humanisme athée est une spiritualité. Vous voyez? C'est un certain rapport à l'homme, une certaine foi en la valeur de l'être humain qui est mort près de moi ou de mon proche, qui se passe dans la minute de silence, par exemple. C'est une expérience spirituelle. Elle dépasse le rationnel. Elle entre donc quelque part du domaine du mystère. Qui est l'autre, qui est ça, qui est le sens de ma vie. Y a-t-il d'autres questions? J'avais une petite question, je ne sais pas si c'est genre moi, on peut développer ça, mais c'est une question que je me pose beaucoup, qui doit y poser Martini, c'était un peu la différence entre le coaching et la psychothérapie, et dans ma pratique, voilà, je ne voyais pas vraiment de grande différence, en tout cas, on était les différences sont tenues, et voilà, je pourrais m'éclairer un petit peu là-dessus. Alors, c'est une question qui demande... En 2 heures, on n'a pas étudié le sujet, mais en 30 secondes, je peux vous dire. Pour moi, il y a des domaines, alors plutôt ceux-là, bien sûr, et le passage dans le travail thérapeutique suppose d'intervenir à
un niveau de changement qui est différent, c'est celui de l'inconscient, c'est celui du corps, c'est celui de l'histoire de la petite enfance, c'est celui de la vie privée. Voilà. À partir du moment où je rentre dans ce domaine-là, je franchis une frontière et qui suppose de changer de niveau d'âme. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est en coaching et qui se met à pleurer, dire ben, les émotions c'est dehors. Hein. Votre histoire ne m'intéresse pas. Hein. Mais ce sera sans doute d'accueillir et d'aider la personne à mesurer en quoi ce qui est évoqué dans son histoire familiale, etc., fait sens par rapport à ça, et voir si c'est le lieu de traiter ou si c'est un autre lieu de traiter. Voilà, c'est très simple. Hein. Mais ça demanderait de prendre 5-6 cas différents. Est-ce que ça vous convient de prendre? Oui. On va pas avoir le temps de prendre, comme on a commencé. Enfin, je crois qu'il faudra qu'on arrête à... On a commencé 20 minutes. Pardon? Bon, dans 10 minutes. Dans 10 minutes, ouais. On a commencé un petit peu tardivement, mais du coup, on n'a pas plus de temps. Mais on n'a pas fini. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce modèle et du coup, on va gagner un peu de temps par rapport à l'exercice qu'on ne pourra pas faire? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, vas-y, à ce moment-là. Vas-y. Alors, on ne va pas pouvoir faire l'exercice maintenant, malheureusement, mais je vous propose, relier à cet exercice, un autre modèle très simple et qui peut être vraiment pour vous l'occasion je dirais, d'une construction du sens. Est-ce que ça vous convient? Un peu d'agitation. Alors, je vais vous l'expliquer en moins de 5 minutes, mais ça paraît peut-être un peu simple. Croyez-moi, je l'ai beaucoup travaillé et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, en tout cas, dans le travail de coaching. C'est ce que j'appelle la molécule du sens. Molécule du sens. Et là, je dis merci à Frankl, parce que c'est également Frankl qui m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, mais en fait, et un autre ouvrage que je vous conseille très fortement, qui est celui-là qu'il y a un Américain qui s'appelle Care to Dare de George Colreiser. Hein. George Colreiser, si vous voulez, vous pourrez le consulter tout à l'heure. Je le connais particulièrement parce qu'il a été mon superviseur pendant 6 ans, et c'est un des plus grands thérapeutes américains, et qui est notamment mondialement connu pour sa compétence en négociation de prise d'otage. Depuis l'âge de 20 ans, maintenant il a mon âge, 70 ans, il a traité je ne sais combien de dizaines de prises d'otages. Il a été pris lui-même 4 fois en otage à la place des otages. Donc il a théorisé énormément le travail sur la prise d'otage, et notamment toute sa thèse lui-même en tant que dans ses études de psychologie, il a beaucoup travaillé sur Bowlby, sur l'attachement. Et donc il développe, c'est une chose essentielle en coaching, la nécessité pour le coach, mais pour les clients du coach, de contribuer dans le développement identitaire à ce que moi j'appelle, ce que Schutz appelle l'estime de soi, mais moi je préfère parler de sécurité ontologique. Vous voyez, la capacité pour la personne qui vit dans le chaos, dans la complexité, d'avoir développé une certaine sécurité ontologique. Alors qui n'est pas du tout la toute-puissance, qui n'est pas du tout de devenir un bodybuilding, etc. C'est pas du tout ça. C'est une certaine conscience de son être, et un certain travail sur son être, sur son importance, sur sa valeur, sur sa compétence, etc. Et qui est très ambigu et paradoxal, hein, évidemment, mais qui fait que j'accepte ma finitude, j'accepte ma limite, mon humanité, mais aussi mes compétences, etc. Et lui, il dit, parce que ce que dit Frankl, c'est ce qui construit du sens. Alors, on sait bien chez Frankl les 3 valeurs du sens, les valeurs de création, c'est-à-dire ce que je contribue à créer au monde, à créer dans le monde, hein, les valeurs d'expérience, c'est-à-dire ce que le monde m'apporte, hein, et puis les valeurs d'attitude, hein, c'est-à-dire la façon dont je réagis à une situation non voulue, et là je peux, moi, construire du sens, donner du sens. Juste pour situer. Alors, maintenant, c'est quoi le sens? C'est quoi? Pour moi, il n'y a de sens que s'il y a 4 éléments. Et c'est ce que j'ai appelé la notion de molécule. Alors je mets ici le mot sens, et je mettrai à l'intérieur, si vous voulez, cette notion de sécurité ontologique, qui est une sécurité tout à fait fragile, dans sa fragilité même, hein, de l'être humain, dans sa finitude même,
Elle est constituée de 4 éléments. Le premier, c'est un objet d'amour. Un objet d'amour. Et donc, c'est dépendant de ma capacité d'attachement à un objet d'amour. Et cet objet d'amour, il est réel, ou bien imaginaire, ou bien symbolique. Alors, ce que dit Colomber, à sa façon, à partir de toute son expérience sur l'attachement, parce qu'il a énormément travaillé là-dessus, il dit, pour que quelqu'un puisse trouver une certaine, il appelle ça, de secure base, une base de sécurité, elle est dans un attachement à un objet d'amour. Alors, ça peut être quelqu'un que l'on aime, ça peut être une communauté, ça peut être des êtres vivants, ça peut être un lieu, ça peut être une maison, ça peut être un animal. On sait bien, lui, qu'il a travaillé, le colorisateur, notamment dans des maisons de retraite. Il a découvert que quand on donnait dans une maison de retraite un petit animal à la personne âgée, eh bien son système immunitaire, etc., changeait. Dans les glandes, comment on appelle ça change. Oui, son système hormonal changeait complètement, vous voyez, démodifié. Donc, la capacité d'attachement à un objet même qui paraît un peu limité comme un petit animal, eh bien, ça change. Voyez. Alors, un objet réel. Un objet imaginaire, c'est-à-dire c'est quelque chose que je vais construire dans ma tête. L'exemple que je trouve le plus beau, c'est celui de Solzhenitsyn qui écrit Une journée d'Ivan Messinovitch. Vous voyez. Or, il ne peut pas écrire. Qu'est-ce qu'il fait? Dans sa tête, il écrit son livre Une journée d'Ivan Messinovitch. Eh bien, c'est ça qui fait que dans cette situation de camp de concentration, boulage, je suis survécu. Donc, c'est parce que je me construis cet objet d'amour. Ou bien symbolique, c'est-à-dire par exemple une religion. La personne qui prie, qui dit que ce sens qui paraît absurde, eh bien, Shema Israël, Adonai Elohenu, voilà, je prie, j'invoque Dieu, j'invoque le Seigneur, parce que ce qui paraît absurde, comme la croix pour le chrétien, c'est le contraire, c'est ce qui donne du sens. Donc, objet d'amour. Mais pour que cet objet d'amour puisse être l'objet d'un attachement, il faut que j'ai développé ma capacité de relation. Et là, ce que l'on découvre en thérapie, et dans le coaching à un autre niveau, c'est que toutes nos relations ont été abîmées par notre histoire. Elles ont été, nous avons vécu la résilience, sinon on ne serait pas vivant, on a traversé des épreuves. Mais ces épreuves ont fait qu'il y a eu des peurs, qu'il y a eu des défenses qu'on a mis en place par rapport à l'autre, par rapport aux hommes, aux femmes, à l'autorité, à l'appartenance, à l'engagement, etc., etc. Et que toutes ces relations ont été relativement névrosées, plus ou moins, bien heureuses encore si elles sont devenues névrotiques, parce que là, justement, ce qui se passe avec les borders, c'est qu'ils n'ont pas atteint ce stade de la névrose. Et donc, notre société actuellement, et mon ami Fourcade a très bien écrit récemment sur les patients limites, beaucoup n'ont même pas construit la névrose. Mais pas que, ils ne sont pas finis, on n'est pas finis. Et du coup, les personnes n'ont pas de capacité de relation, ou les relations sont faites de peur, de défense, etc. Donc, comment créer? Et donc, réparer son altérité, sa capacité d'altérité. De partager avec l'autre, avec quelqu'un, ou de partager avec un projet, de partager. Pour le drogué, son altérité, c'est son chou. Voilà. C'est-à-dire que la vie, la relation n'existe plus qu'entre deux choses. C'est tout ce qui passe. Tuerait vers l'extrême, père et mère, pour avoir son chou. Voilà. Comment rétablir un autre objet d'amour et rétablir une autre altérité qui fait que je puisse m'engager dans la vie. Et d'amener l'altérité jusqu'à l'oblativité, qui est la forme suprême de l'altérité, c'est-à-dire pouvoir donner sa vie par amour. Alors, pas forcément jusque-là, mais... Et du coup, il y a deux autres éléments pour moi. C'est la dimension, je dirais, de l'infini. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas un être rationnel. Il peut être rationnel, certains le sont encore plus que d'autres, heureusement, mais il n'est pas que rationnel. Et l'être humain a besoin de rêve. Vous empêchez un être humain de rêver, il devient fou. Donc on a besoin de rêve, on a besoin d'infini. Et on le voit aussi bien dans le coaching, les motivations des personnes, ce n'est pas simplement des motivations matérielles, etc. Il faut pouvoir se donner une cause, il faut pouvoir donner un rêve. Donc, si votre objet d'amour vous fait rêver, si votre femme vous fait un peu rêver, ça va mieux. Quoi. Il faut rêver. Mais pas seulement par l'attirance qu'elle donne, mais parce qu'elle nous ouvre à la vie.
Et donc, le dernier point, c'est l'énergie. Est-ce que cet objet d'amour et la relation que j'ai avec cet objet d'amour met en œuvre mon énergie? Alors, quand on parle d'une vision d'entreprise, c'est peut-être un petit peu fort de dire que c'est un objet d'amour, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui conditionne la moitié de notre vie. Comment est-ce que je vais, par rapport à ce projet, par rapport à ce travail, par rapport à cette activité, et pour vous qui êtes coach, probablement, ou intéressé par le coaching, si vous avez choisi ce métier, c'est parce que vous vous intéressez à l'humain. C'est que l'être humain, ou une communauté humaine, a du sens pour vous, et c'est votre objet d'amour. Et on s'aperçoit que c'est fabuleux, parce qu'on c'est plus gagner de l'argent qui compte, il faut aussi gagner de l'argent, mais c'est le métier. Et puis du coup, ça ouvre à l'infini, c'est fabuleux de faire ce métier. Et ça donne de l'énergie pour le l'instant. L'autre, finalement, de s'investir, qui est-ce que c'est comme le. Vous voyez, c'est comme la mère qui donne le sein, elle va dire merci à son bébé. Mais non, le bébé est encore plus reconnaissante à son bébé de lui avoir donné que le bébé d'avoir reçu. Vous voyez, on est tous un peu des mères nourricières en tant que coach. Donc, voilà, pour moi, c'est cette idée-là de réfléchir sur le sens. Et quand quelqu'un en tant que coach, je me sers beaucoup de ces éléments-là, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui donne du sens à votre travail? Et est-ce que vous allez pouvoir rétablir ces éléments-là? Voilà. On va devoir conclure. On nous a volé 20 minutes, donc on va raccourcir un petit peu. On va conclure, on va prendre juste 2 ou 3 minutes. On a évoqué ces principales dimensions de ces approches existentielles et comment est-ce qu'elles peuvent aussi diriger un petit peu notre coaching. La mort, notre finitude, c'est une injonction à créer du sens, à le créer maintenant, parce que cette finitude, elle donne l'urgence, elle donne du sens à ce qu'on fait. On a évoqué la responsabilité. La responsabilité, on a vu le coût de l'irresponsabilité, et un des travaux majeurs qu'on va avoir à faire en coaching, c'est de mettre notre coaché dans le siège du conducteur, parce que le basique de la relation d'aide, c'est si l'autre n'est pas acteur, on va prendre notre paire de rames parce qu'on va ramer considérablement et on ne va pas avancer. Comment est-ce que je vais le mettre dans le siège du conducteur? Élaboration d'un contrat orienté vers l'action avec des tâches de session. Qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui? Ça va être écouter, par exemple, écouter le mode de restitution du coaché. Est-ce qu'il est en voie passive? Est-ce que le « on » prédomine sur le « je » Comment est-ce qu'il nous présente et l'encourager à se réinsérer comme acteur dans ce qu'il fait. C'est tout le processus du développement de l'autonomie avec les stades, vous voyez, dans lesquels nous devons faire l'assessment du stade où on est la personne et prendre la posture qui convient à ce stade pour l'aider à passer à un stade ultérieur. Dans ces techniques, le remplacer, je crois que c'est Perls qui disait ça, mais qui remplaçait le « je ne peux pas » par « je ne veux pas ». Faire remplacer, céder de la petite clochette chaque fois que le coaché dit je ne veux pas, je ne peux pas, le remplacer par je ne veux pas. Travaille dans l'ici et maintenant avec le coach. Regardez aussi dans quel état il vous met. Est-ce que vous êtes ruisselant parce que vous avez bossé pendant les 2 heures en position de sauveteur et que lui prend son café et tout va bien. Dans quel état il vous a mis? Ça, c'est écoutez aussi un petit peu ce qu'il fait et garder cette. Il y a au moins 2 raisons de ne pas prendre une décision à sa place. La première, c'est que si c'est pas la bonne, il vous en voudra. Il vous en voudra. Et si c'est la bonne, vous avez pris une position qui n'était pas la vôtre et vous l'avez empêché de prendre la sienne, qui était celle de celui qui décidait. Donc, avant de donner une décision qui n'est pas la mienne, n'est pas un engagement personnel. Non-directivité, la canne à pêche plutôt que le poisson, c'est aussi pour... Perl faisait autre chose qui était de faire ajouter au patient à la fin de la phrase « et j'en assume la responsabilité ». Ça fait 25 ans que je me fais emmerder par ma femme et j'ose pas divorcer et j'en assume la responsabilité. Ok, très bien, continuez. C'est ok. Etc. Vestibule du changement. Conscience de notre finitude, notre responsabilité, comment il faut le mettre. La relation, Vincent en a parlé.
Yalom parle de cet isolement qui peut être isolement social, ma difficulté à rentrer en relation avec l'autre. Mais ça peut être un résultat un isolement interpersonnel. Il peut être intrapsychique. Je peux être un étranger à moi-même, du mal à verbaliser mes émotions. Ça va être aussi le troisième isolement, c'est l'isolement existentiel. La mort est quelque chose de fondamentalement solitaire. Hein. Et la question, c'est comment est-ce que je vais rentrer dans une relation à l'autre qui ne soit pas une relation dans laquelle je réifie l'autre, dans laquelle je le rends un objet, mais quand je l'utilise comme une fin et non pas comme un moyen. Hein, pensez à l'impératif kantien. Et écoutez aussi comment est-ce que le coaché vous traite, qu'est-ce qu'il vous donne parce que ça, c'est d'une façon. Est-ce qu'il vous traite de façon utilitaire? Est-ce qu'il vous fait rentrer dans une relation? Hein, et la clé que propose Yalom par rapport à ça, c'est apprendre à être en lien avec l'autre sans le réduire à un outil ou une défense contre l'isolement qu'on peut ressentir. Et ça ouvre la voie de la compassion. C'est ce que dit Buber, passer du moi ça au je tu. Voilà, le je tu, du je cela, du je tu. Buber va même plus loin. Le je n'existe que par le tu. Et le tu précède finalement le je. Et c'est dans la relation à l'autre que j'existe, et donc avec une relation de réciprocité, mais c'est clairement quelque chose de clé. Et la dernière composante, angoisse de la mort, responsabilité, isolement existentiel et importance de la relation, et le sens, exploration du sens, et peut-être là, vous savez, on raconte cette histoire de ce rabbin chassidique, un mouvement juif qui était en train de pleurer, le rabbin Zouzia qui était en train de pleurer dans son coin à la synagogue, et un fidèle vient le voir, mais qu'est-ce qui vous arrive, rabbin? Comment c'est possible, un grand sage comme vous? Pourquoi ce grand chagrin? Expliquez-moi. Et Zouzia lui dit, voilà, quand je vais monter au ciel, Dieu va me dire, pourquoi tu n'as pas été Abraham? Zouzia. Et là, ça sera facile. Maître, Abraham, c'était quelqu'un, hein. Là, vous m'en demandez. Et là, ça sera facile. Et puis, il me demandera, mais pourquoi tu n'as pas été Moïse? Et là, ça sera OK. Moïse, c'est un grand homme, il a conduit les Hébreux hors d'Égypte. Maître, comment vous pouvez me demander? Bon, alors, quel est votre problème, Zouzia? Et puis, il va se retourner vers moi, il va me dire, pourquoi tu n'as pas été Zouzia? Et là, je n'aurai pas de réponse. C'est cette exigence devenir ce que tu es quelque part, hein, et je finirai sur cette dernière, et j'ouvrirai aussi à Vincent, ce traité des pères, cette maxime, c'est si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Quand si ce n'est maintenant? J'ai une injonction à m'occuper de moi parce que je suis le seul qui peut le faire du mieux possible pour être dans cette autocréation, dans ce deviens qui tu es. Mais je ne peux pas m'arrêter à ça. Et j'ai aussi un devoir par rapport à l'autre, par rapport à créer une relation je-tu, une relation dans laquelle l'autre est une fin et pas un moyen. Et quand si ce n'est maintenant, quelle heure est-il? Il est maintenant, l'urgence c'est d'y aller maintenant. Voilà pour moi. Alors, en guise de conclusion, deux petites paraboles que vous connaissez peut-être si vous avez lu Yalom et Frankel. Ce qu'ils ont de commun, qui est vraiment, pour moi, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est vraiment l'importance de la relation. Et la phrase clé, je vous résume en une phrase les 700 pages, donc vous me remercierez, c'est que la relation est le lieu de la guérison. Vous voyez, ça m'a beaucoup aussi marqué pour développer ce travail sur la relation. Premier point, ça c'est en commun. Première histoire, celle de Frankel, qui grand professeur de psychiatrie, chef de clinique, qui raconte dans Nos raisons de vivre, et qui se trouve en garde, le médecin le garde à l'hôpital, une nuit, et à 3 heures du matin, une femme lui téléphone en le disant qu'elle veut se suicider, etc. Et il est là, il l'écoute pendant une demi-heure, et il lui trouve des arguments pour qu'elle ne se suicide pas, etc. Finalement, il obtient qu'elle vienne le voir 24 heures après pour un rendez-vous. Elle obtient ce rendez-vous, elle accepte le rendez-vous, etc.
Et puis il se couche, etc. Et puis évidemment, quand elle arrive, il la voit, il ne la connaissait pas avant, et il est content de la voir, et il l'écoute, mais il est bruyant de savoir qu'est-ce qu'il lui a dit qui a fait qu'elle était décidée à venir. Et elle lui dit, c'était qu'il était 3 heures du matin et vous avez accepté, vous, le grand psychiatre, de m'écouter pendant une demi-heure. L'histoire est magnifique, je trouve. Enfin, bon, voilà, l'importance de la relation. Et puis l'autre histoire, alors c'est vraiment du Frankl pur jus, mais je trouve merveilleux, il dit, l'être humain, si on ne le regarde que au niveau psychique et somatique, voyez, et pas cette dimension un peu transcendante, noétique, eh bien c'est un petit peu comme quand la personne qui se promènerait au bord d'un aéroport et qui verrait un avion sur le tarmac qui marche, qui roule comme ça, et qui dit, tiens, là une voiture. Je vous laisse avec cette image. Merci à vous. Merci. Merci, collègue. Merci. Mais vous avez remarqué qu'on est différents tous les deux, mais c'est quand même lui qui est le plus différent. Vous la connaissez ça ? Non, mais ça me rappelle vous allez tout de suite d'accord avec la vision de l'entreprise. Hein? Je pense que vous avez vu la thérapie du bonheur, bien sûr. C'est beau, hein. Et puis aussi, créature de rêve que j'ai acheté derrière. C'est génial, 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 c'est génial,